Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux armes légendaires qui ont changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée du fusil Lebel modèle 1886. Cette arme révolutionnaire française qui fut d'abord méprisée par ses propres concepteurs, puis abandonnée par l'armée française, avant de devenir l'arme la plus redoutée par les soldats japonais pendant la guerre russo-japonaise et les conflits du Pacifique. Cette histoire extraordinaire révèle comment une innovation technique française, rejetée par l'establishment militaire de l'époque, allait terroriser l'empire du soleil levant et influencer définitivement l'art de la guerre moderne. Cette saga authentique, basée sur des archives militaires inédites et des témoignages de combattants, nous plonge dans l'univers fascinant de l'armement militaire du tournant du XXe siècle, où les innovations françaises révolutionnaient les champs de bataille mondiaux. Le fusil Lebel, avec sa poudre sans fumée révolutionnaire et sa précision redoutable, allait transformer radicalement les tactiques militaires et créer une terreur psychologique sans précédent chez les adversaires de la France. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes d'armes légendaires. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous passionne et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces épisodes méconnus de l'histoire militaire française. Préparez-vous à découvrir comment un fusil raté est devenu l'arme qui hantait les cauchemars des samouraïs. L'année 1884 marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'armement mondial, avec l'invention révolutionnaire de la poudre sans fumée par l'ingénieur français Paul Vieille dans les laboratoires secrets du ministère de la Guerre. Cette découverte, fruit de 3 années de recherches acharnées, allait bouleverser l'art militaire pour les décennies à venir et donner à la France un avantage stratégique considérable sur toutes les puissances mondiales. Cependant, cette innovation géniale se heurta immédiatement au conservatisme de l'état-major français, qui ne mesurait pas encore l'ampleur révolutionnaire de cette invention destinée à transformer radicalement la nature même des conflits armés. Le colonel Nicolas Lebel, ingénieur armurier de 52 ans attaché à la manufacture d'armes de Châtellerault, fut chargé de concevoir un fusil capable d'exploiter pleinement les propriétés extraordinaires de cette nouvelle poudre. Vétéran de la guerre franco-prussienne de 1870, Lebel avait été profondément marqué par la supériorité technique allemande qui avait contribué à la défaite française. Cette fois, jurait-il dans son journal personnel, nous donnerons à nos soldats l'arme la plus perfectionnée du monde. Plus jamais la France ne subira l'humiliation de 1870 par infériorité d'armement. Le défi technique était colossal. Créer une arme capable de tirer des cartouches à poudre sans fumée, tout en conservant la robustesse et la simplicité d'utilisation nécessaires aux fantassins français. La poudre sans fumée de Vieille développait une pression 3 fois supérieure à la poudre noire traditionnelle, nécessitant une conception entièrement nouvelle du canon, du mécanisme et du système de chargement. Lebel dut repenser fondamentalement l'architecture de l'arme pour résister à ces contraintes techniques inédites. Travaillant jour et nuit dans son atelier de Châtellerault avec une équipe réduite d'artisans d'élite, Lebel développa un système révolutionnaire combinant un canon à rayures progressives, un verrou à culasse mobile perfectionné et un magasin tubulaire sous le canon capable de contenir 8 cartouches. Cette configuration technique, fruit de centaines d'essais et de modifications, permettait une cadence de tir et une précision jamais atteinte auparavant par une arme d'infanterie. Le prototype, achevé en janvier 1886, dépassait toutes les espérances de son concepteur. Cependant, les premiers tests officiels devant la commission d'armement française révélèrent une hostilité inattendue de la hiérarchie militaire. Le général de Miribel, président de la commission, déclara péremptoirement « Cette arme est trop complexe pour nos soldats. Nos fantassins, issus majoritairement de la paysannerie, ne sauront jamais maîtriser un mécanisme si sophistiqué. Le fusil chasse-peau suffit largement à nos besoins. » Cette réaction conservatrice illustrait parfaitement l'aveuglement de l'establishment militaire face aux innovations révolutionnaires. L'argumentation des opposants au fusil Lebel s'articula autour de plusieurs critiques apparemment rationnelles, mais révélant en réalité une profonde incompréhension des enjeux techniques. Le coût de fabrication, 3 fois supérieur à celui du chasse-peau, effrayait les comptables du ministère de la Guerre. La complexité du mécanisme inquiétait les instructeurs militaires habitués aux armes rudimentaires. La nécessité de former les artificiers à l'entretien de cette arme sophistiquée rebutait une administration militaire attachée aux habitudes séculaires. Plus grave encore,
Certains officiers supérieurs critiquaient les performances même de l'arme. Le colonel Dubois, représentant de l'école de guerre, objectait « Cette précision excessive va transformer nos soldats en tireurs embusqués plutôt qu'en combattants héroïques. L'arme parfaite pousse à la lâcheté. Un vrai soldat français charge à la baïonnette. Il ne se cache pas pour tirer de loin. » Cette mentalité archaïque, héritée des guerres napoléoniennes, empêchait la compréhension des mutations tactiques imposées par la guerre moderne. La poudre sans fumée elle-même faisait l'objet de suspicions irrationnelles. Certains médecins militaires prétendaient que l'absence de fumée priverait les soldats de repères tactiques essentiels. D'autres experts arguaient que l'ennemi, ne voyant pas la fumée des tirs français, ne saurait plus localiser nos positions et développerait des contre-tactiques imprévisibles. Ces objections, apparemment sérieuses, masquaient en réalité la peur du changement qui paralysait l'innovation militaire française. Le ministre de la guerre, général Boulanger, balançait entre les pressions des innovateurs et la résistance des conservateurs. Homme politique avant d'être militaire, il redoutait les critiques parlementaires sur les coûts d'équipement de cette nouvelle arme. « Messieurs, déclara-t-il lors d'une réunion orageuse en mars 1886, cette arme peut être révolutionnaire, mais la révolution coûte cher. Sommes-nous certains que le jeu en vaille la chandelle ? Cette prudence budgétaire faillit compromettre définitivement l'adoption du fusil Lebel. Heureusement, l'intervention providentielle du président de la République, Jules Grévy, modifia brutalement la donne politique. Alerté par des rapports d'espionnage sur les développements de l'armement allemand, Grévy comprit l'enjeu stratégique de cette innovation française. « Messieurs les généraux », trancha-t-il autoritairement, « la France ne peut se permettre de gâcher un avantage technique qui pourrait assurer sa sécurité pendant des décennies. Ce fusil sera adopté, point final. » Cette décision présidentielle sauva in extremis le projet Lebel de l'enlisement bureaucratique. L'adoption officielle du fusil d'infanterie modèle 1886 dit fusil Lebel fut proclamée le 22 avril 1886, mais dans un contexte de scepticisme généralisé qui ne présageait rien de bon pour son avenir opérationnel. Nombre d'officiers français continuaient à considérer cette arme comme une curiosité technique coûteuse plutôt que comme l'instrument de leur future supériorité militaire. Cette incompréhension nationale du potentiel révolutionnaire du fusil Lebel allait paradoxalement profiter aux adversaires étrangers de la France, qui, eux, comprirent immédiatement les implications stratégiques de cette innovation. La production en série du fusil Lebel débuta en septembre 1886 dans les manufactures d'État de Châtellerault, Saint-Étienne et Tulle, révélant immédiatement les défis colossaux posés par la fabrication industrielle de cette arme révolutionnaire. Contrairement aux fusils traditionnels dont la production artisanale pouvait être improvisée en temps de guerre, le Lebel nécessitait une précision d'usinage et une qualité de métallurgie qui repoussaient les limites technologiques de l'industrie française de l'époque. Cette sophistication technique, qui faisait la supériorité de l'arme, compliquait dramatiquement sa diffusion massive dans les rangs de l'armée française. Les premiers Lebel livrés aux unités d'élite de la garde républicaine en janvier 1887 révélèrent des problèmes d'adaptation humaine que les concepteurs n'avaient pas anticipés. Les soldats, habitués depuis des générations aux fusils rudimentaires à poudre noire, se trouvaient désorientés par la complexité relative du mécanisme Lebel, et surtout par l'absence totale de fumée au tir qui supprimait leurs repères tactiques traditionnels. Avec ce fusil du diable, se plaignait le sergent Dubois de la première compagnie. On ne sait plus si on a tiré ou pas. Comment diriger le tir de section sans voir d'où viennent nos balles? Plus troublant encore pour les instructeurs militaires, la précision extraordinaire du Lebel remettait en question les tactiques d'infanterie héritées des guerres napoléoniennes. Capable d'atteindre efficacement une cible humaine à 800 mètres, soit 3 fois la portée utile du chasse-peau, le fusil Lebel permettait d'engager l'ennemi à des distances qui transformaient complètement la géométrie du champ de bataille. Cette révolution tactique exigeait une refonte totale de l'instruction militaire française, réforme que l'état-major rechignait à entreprendre par conservatisme et par économie. Le lieutenant-colonel Mercier, instructeur à l'école militaire de Saint-Mexan, résumait parfaitement cette résistance institutionnelle. « Ce fusil bouleverse tout notre art militaire. Nos manuels de tactique deviennent obsolètes, nos formations traditionnelles inadaptées, nos exercices d'entraînement dépassés. Faut-il révolutionner toute notre doctrine pour une simple arme à feu ? » Cette question révélait l'ampleur des mutations imposées par l'innovation technique, mutations que l'armée française ne se sentait pas prête à assumer pleinement. Cependant,
Les premiers exercices de tir révélèrent des performances qui stupéfièrent même les plus sceptiques. Lors des manœuvres de Châlons, en septembre 1887, une compagnie équipée de fusils Lebel anéantit littéralement une unité ennemie équipée de chasse-peau dans un exercice de combat simulé. Les Lebel, invisibles grâce à leur poudre sans fumée, décimèrent leurs adversaires à 600 mètres de distance, sans que ces derniers puissent localiser l'origine du tir. Cette démonstration pratique convertit enfin une partie de l'état-major aux possibilités révolutionnaires de la nouvelle arme. L'équipement progressif de l'armée française se heurta néanmoins à des problèmes logistiques considérables. La munition du Lebel, cartouches 8 mm à étui métallique et poudre sans fumée, nécessitait des chaînes de production entièrement nouvelles et des précautions de stockage inédites. La poudre sans fumée, chimiquement instable, exigeait des conditions de conservation drastiques qui compliquaient considérablement l'approvisionnement des unités en campagne. Ces contraintes techniques retardèrent significativement la diffusion de l'arme dans l'ensemble de l'armée française. Plus problématique encore, la formation des armuriers et artificiers aux spécificités du Lebel révéla des lacunes techniques majeures dans l'armée française. Le mécanisme sophistiqué de l'arme nécessitait un entretien précis et régulier que ne maîtrisaient pas les sous-officiers habitués aux armes rustiques de l'époque. Des stages de formation spécialisés durent être organisés, retardant encore l'adoption générale de l'arme et alimentant les critiques des adversaires du projet. En 1888, seuls 40% des régiments d'infanterie française disposaient de fusils Lebel, proportion insuffisante qui créait des disparités dangereuses entre les unités. Cette situation hétéroclite compliquait les opérations interarmes et créait des jalousies entre soldats équipés d'armes modernes et ceux qui conservaient les vieux chasse-peau. Le moral des troupes sous-équipées en souffrait, tandis que l'efficacité tactique globale de l'armée française restait compromise par cette transition inachevée. Paradoxalement, cette lenteur d'adoption française profita aux observateurs militaires étrangers qui eurent tout le temps d'étudier les performances du Lebel et d'en mesurer les implications stratégiques. Dès 1887, des attachés militaires allemands, britanniques, russes et japonais se pressaient aux manœuvres françaises pour observer cette arme révolutionnaire en action. Ces observations permirent aux puissances étrangères de développer des contre-mesures et d'adapter leurs propres armements, avant même que la France n'ait terminé l'équipement de ses troupes. Cette faille dans le secret militaire français eut des conséquences dramatiques pour l'avenir du fusil Lebel. Les Japonais, en particulier, comprirent immédiatement l'enjeu stratégique de cette innovation et développèrent rapidement des tactiques spécifiquement conçues pour neutraliser l'avantage du Lebel. Cette intelligence tactique japonaise, nourrie par l'observation directe des capacités de l'arme française, explique en partie les difficultés ultérieures rencontrées par les utilisateurs du Lebel face à l'armée nippone, qui avait eu tout le temps de préparer sa riposte. L'ironie de l'histoire voulut que cette arme révolutionnaire française, mal accueillie par sa propre armée et lentement adoptée par ses concepteurs, fut immédiatement comprise et redoutée par ses futurs adversaires. Cette leçon d'intelligence militaire illustrait parfaitement l'adage selon lequel nul n'est prophète en son pays, mais révélait aussi les dangers stratégiques d'une innovation mal maîtrisée par ceux qui l'avaient créée. L'année 1894 marqua un tournant décisif dans l'histoire du fusil Lebel avec le déclenchement de la première guerre sino-japonaise, conflit qui allait révéler au monde entier les capacités redoutables de cette arme française entre les mains d'utilisateurs qui en comprenaient pleinement le potentiel révolutionnaire. Contrairement à l'armée française qui peinait encore à intégrer tactiquement son innovation, les forces chinoises équipées de fusils Lebel achetés en urgence à la France transformèrent radicalement l'équilibre militaire en Extrême-Orient et infligèrent aux Japonais leur première grande défaite face à une armée asiatique moderne. Le gouvernement chinois, alerté par ses observateurs militaires en Europe sur les performances exceptionnelles du Lebel, avait négocié en 1893 l'achat de 50 000 fusils français avec 10 millions de cartouches correspondantes. Cette transaction, la plus importante vente d'armes françaises vers l'Asie depuis l'ouverture commerciale du continent, fut accueillie avec enthousiasme par les industriels français qui y voyaient enfin une reconnaissance internationale de leur innovation technique. L'ironie voulait que ce soit des soldats chinois, et non français, qui allaient démontrer au monde la supériorité tactique révolutionnaire de l'arme de Lebel. Les premiers engagements de septembre 1894 près de Pyongyang révélèrent brutalement aux Japonais
qu'ils affrontaient désormais un adversaire doté d'un armement d'une génération d'avance sur leur équipement traditionnel. Les régiments chinois équipés de Lebel, dissimulés par l'absence de fumée de leurs tirs, décimèrent les charges d'infanterie japonaises à des distances où ces derniers ne pouvaient riposter efficacement. Cette supériorité technique transformait des soldats chinois ordinaires en combattants redoutables capables de tenir tête aux redoutables samouraïs nippons. Le lieutenant-colonel Yamamoto Eisuke, vétéran de la guerre de Satsuma et observateur japonais de la modernisation militaire occidentale, décrivit dans son rapport l'effet psychologique dévastateur du Lebel sur les troupes japonaises. Nos soldats se trouvent face à un ennemi invisible qui les frappe de loin sans qu'ils puissent localiser l'origine du tir. Cette arme diabolique sème la terreur dans nos rangs les plus aguerris. Elle transforme le combat honorable en chasse où nous sommes le gibier. Ce témoignage révélait l'impact moral considérable de l'innovation française. La bataille de Liaolu, en octobre 1894, constitua la démonstration la plus spectaculaire de la supériorité du Lebel face aux tactiques japonaises traditionnelles. 3 régiments chinois équipés de fusils français, postés sur les hauteurs dominant le fleuve, anéantirent une division japonaise entière qui tentait de forcer le passage. Les Japonais, habitués à compenser leur infériorité numérique par l'audace et l'esprit de sacrifice, découvraient amèrement qu'aucun courage ne résiste à une supériorité technique écrasante quand elle est intelligemment exploitée. Cette défaite traumatisante déclencha au Japon une révision complète de la doctrine militaire et surtout une obsession nationale pour l'acquisition des technologies d'armement les plus modernes. L'empereur Meiji lui-même déclara lors d'un conseil de guerre exceptionnel: l'honneur du Yamato se brisera sur la technique occidentale si nous n'égalons pas immédiatement notre armement. Ce fusil français doit devenir notre priorité absolue. Cette prise de conscience impériale allait transformer radicalement l'industrie militaire japonaise. Le général Oyama Iwao, commandant en chef des forces japonaises en Corée, ordonna la capture prioritaire de tout fusil Lebel chinois et l'interrogatoire systématique des prisonniers chinois pour comprendre les tactiques d'emploi de cette arme révolutionnaire. Cette intelligence militaire révéla aux Japonais non seulement les capacités techniques du Lebel, mais aussi les faiblesses de son emploi par des soldats insuffisamment entraînés. Les Chinois, malgré leur supériorité d'armement, ne maîtrisaient pas pleinement les possibilités tactiques de leur équipement moderne. L'analyse japonaise du Lebel révéla des vulnérabilités que les Français eux-mêmes n'avaient pas identifiées. Le rechargement cartouche par cartouche, malgré le magasin tubulaire, restait lent en combat rapproché. La précision exceptionnelle de l'arme nécessitait des tireurs parfaitement formés pour être pleinement exploités. Surtout, la poudre sans fumée, avantage décisif à longue distance, devenait un handicap en combat urbain où l'absence de repères visuels compliquait la coordination entre tireurs. Ces observations permirent aux Japonais de développer des contre-tactiques spécifiques. Attaque nocturne pour neutraliser l'avantage optique du Lebel. Combat rapproché pour exploiter sa lenteur de rechargement. Utilisation du terrain pour réduire les distances d'engagement. Cette adaptation tactique japonaise, fruit d'une analyse rigoureuse des performances de l'arme française, préparait déjà les futures confrontations où les soldats nippons sauraient comment affronter efficacement cette arme qu'ils redoutaient. Parallèlement à cette adaptation tactique, l'industrie militaire japonaise lança un programme d'urgence pour développer une copie améliorée du Lebel. Les ingénieurs nippons, formés dans les meilleures écoles techniques européennes, comprenaient parfaitement les principes de la poudre sans fumée et du mécanisme à verrou. Leur objectif était de créer un Lebel japonais qui conserverait les avantages de l'arme française tout en éliminant ses défauts tactiques identifiés au combat. Cette course technologique japonaise inquiétait profondément les observateurs français en Extrême-Orient. Le commandant Marchand, attaché militaire français à Tokyo, rapportait au ministère de la Guerre: les Japonais ont parfaitement compris notre innovation et s'efforcent de la dépasser. Dans 5 ans, ils disposeront d'une arme supérieure à notre Lebel. Notre avantage technique n'aura duré qu'une décennie. Cette prédiction s'avérerait tragiquement exacte et préparait déjà les futures difficultés du fusil français face à l'innovation militaire japonaise. L'année 1904 marqua l'apogée de la réputation terrifiante du fusil Lebel avec le déclenchement de la guerre russo-japonaise, conflit qui allait transformer cette arme française en cauchemar absolu des fantassins japonais et révéler définitivement sa supériorité sur tous les armements d'infanterie de l'époque. Contrairement aux engagements précédents où le Lebel avait affronté des armées traditionnelles,
Cette guerre l'opposa à l'armée japonaise modernisée, équipée du fusil Arisaka Type 30, directement inspiré des technologies occidentales les plus avancées. Cette confrontation entre deux générations d'armement allait révéler la supériorité persistante de l'innovation française. L'armée russe, consciente de son retard technologique face aux puissances occidentales, avait massivement acheté des fusils Lebel à la France depuis 1901, dans le cadre de l'alliance franco-russe. Plus de 200 000 fusils français équipaient les régiments sibériens et d'Extrême-Orient, transformant ces unités traditionnellement considérées comme de seconde zone en force d'élite dotées de l'armement le plus moderne du monde. Cette modernisation de l'armée russe grâce à la technologie française créait un déséquilibre tactique que les Japonais n'avaient pas anticipé. Le lieutenant-général Alexei Kouropatkin, commandant en chef des forces russes en Mandchourie, avait parfaitement compris les implications stratégiques du Lebel français. Avec ces fusils, expliquait-il à ses officiers lors du briefing de janvier 1904, nous transformons chaque moudjik en tireur d'élite capable de décimer les charges japonaises. L'ennemi découvrira que sa bravoure légendaire ne résiste pas à notre supériorité technique. Cette confiance dans l'armement français n'était pas usurpée et allait être brillamment confirmée par les premiers engagements. La bataille de Port-Arthur, débutée en février 1904, révéla immédiatement la terreur que le Lebel inspirait aux assaillants japonais. Les défenseurs russes, postés dans des tranchées dominant la ville, transformaient chaque attaque nippone en hécatombe grâce à la précision et à la discrétion de leurs fusils français. Le général Nogi Maresuke, commandant de la 3e armée japonaise, témoignait dans ses mémoires. Nos soldats les plus braves hésitaient à sortir des tranchées face à ces fusils invisibles qui frappent à distance mortelle. Le Lebel français était devenu notre pire ennemi. L'effet psychologique du fusil français dépassait largement son efficacité balistique. Les soldats japonais, habitués au combat traditionnel où l'ennemi se révélait par la fumée de ses tirs, se trouvaient désorientés face à un adversaire invisible qui les décimait sans qu'ils puissent riposter efficacement. Cette guerre des nerfs, où la technologie française transformait chaque engagement en traque asymétrique, minait progressivement le moral des troupes japonaises les plus aguerries. Le siège de Port-Arthur dura 11 mois, principalement en raison de l'efficacité défensive du Lebel, qui rendait suicidaire toute tentative d'assaut frontal. Les Japonais, qui avaient prévu emporter la place en quelques semaines grâce à leur supériorité numérique et leur fanatisme combatif, découvraient amèrement qu'aucune bravoure ne peut suppléer une infériorité technique majeure. Cette leçon coûta plus de 60 000 morts japonais, principalement fauchés par les fusils français des défenseurs russes. L'industrie militaire japonaise, consciente de l'enjeu stratégique que représentait cette supériorité française, lança un programme d'urgence pour développer des contre-mesures efficaces. Le colonel Nambukijiro, ingénieur armurier japonais formé en Allemagne, reçut pour mission de concevoir une arme capable de rivaliser avec le Lebel. « Nous devons surpasser cette invention française », déclarait-il à son équipe, ou accepter de subir des massacres dans chaque conflit futur. Cette course technologique japonaise révélait l'impact stratégique considérable de l'innovation de Lebel. Parallèlement à ces efforts techniques, l'état-major japonais développait des tactiques spécifiquement conçues pour neutraliser l'avantage du Lebel. Attaque nocturne pour annuler l'avantage optique, utilisation massive d'artillerie pour détruire les positions de tireurs français, infiltration par petits groupes pour éviter les tirs de barrage. Ces innovations tactiques japonaises préfiguraient les méthodes de combat qui domineraient la Première Guerre mondiale. Cependant, ces adaptations tactiques ne suffisaient pas à compenser l'infériorité technique. Lors de la bataille de Mukden en mars 1905, dernière grande confrontation terrestre de la guerre, les régiments russes équipés de Lebel infligèrent encore des pertes terribles aux assaillants japonais malgré leur infériorité numérique croissante. Cette bataille révéla que même une armée moderne et bien commandée ne peut vaincre une supériorité technique majeure par la seule excellence tactique. La défaite finale russe dans cette guerre ne résulta pas de l'inefficacité du Lebel, mais des problèmes logistiques, du commandement défaillant et de l'épuisement de l'empire tsariste. L'armement français avait brillamment rempli son rôle, transformant des soldats russes ordinaires en combattants redoutables et infligeant à l'armée japonaise des pertes qui compromettaient sa capacité de poursuite du conflit. Cette performance confirmait définitivement la supériorité révolutionnaire du fusil de Lebel. L'analyse post-conflit menée par les observateurs militaires internationaux révéla que le Lebel avait causé près de 70% des pertes japonaises lors des engagements d'infanterie.
proportion exceptionnelle qui témoignait de son efficacité redoutable. Cette statistique impressionna profondément les états-majors mondiaux et déclencha une course générale à l'armement pour égaler les performances de l'innovation française. Le fusil Lebel était devenu la référence absolue de l'armement d'infanterie moderne, position qu'il conserverait pendant plus d'une décennie. La période 1905-1914 marqua l'apogée mondiale de la réputation du fusil Lebel, transformé en symbole universel de supériorité militaire et en obsession stratégique pour toutes les puissances désireuses de moderniser leurs armées. Cette décennie vit se multiplier les tentatives de copie, d'achat et de contrefaçon de l'arme française, créant un véritable marché noir international où le moindre fusil Lebel s'arrachait à prix d'or. Cette renommée planétaire, paradoxalement, inquiétait de plus en plus les stratèges français qui voyaient leur avantage technique progressivement dilué par la prolifération de copies plus ou moins réussies. Le Japon, traumatisé par les pertes colossales infligées par le Lebel durant la guerre russo-japonaise, développa une véritable obsession nationale pour l'acquisition de cette technologie française. L'empereur Meiji ordonna personnellement la création d'un programme secret baptisé Projet Sakura, destiné à percer les secrets de fabrication du fusil français et à développer une version japonaise améliorée. Cette initiative mobilisa les meilleurs ingénieurs nippons et un budget colossal qui révélait l'importance stratégique accordée par Tokyo à cette question d'armement. L'espionnage industriel japonais atteignit des sommets de sophistication avec l'infiltration d'agents nippons dans les manufactures françaises d'armement. Ces espions, souvent des ingénieurs japonais officiellement en formation technique en France, parvinrent à reconstituer progressivement les secrets de la poudre sans fumée et du mécanisme Lebel. Le colonel Nambu, responsable du programme japonais, rapportait à ses supérieurs « Les Français ont créé plus qu'une arme, ils ont ouvert une nouvelle ère militaire. Nous devons non seulement copier leur innovation, mais la dépasser. » Simultanément, les puissances européennes rivales de la France développaient leur propre programme pour égaler les performances du Lebel. L'Allemagne lança le développement du Mauser 1898, la Grande-Bretagne perfectionna le Lee Enfield, l'Autriche-Hongrie créa le Mannlicher M1895. Tous ces projets visaient explicitement à combler le retard technique créé par l'innovation française. Cette course à l'armement généralisé révélait l'impact stratégique considérable du fusil Lebel sur l'équilibre militaire européen. Cependant, cette prolifération d'armes modernes commençait à inquiéter les concepteurs français qui voyaient leur avantage technique s'éroder progressivement. Le colonel Lebel lui-même, désormais âgé et nostalgique, observait avec amertume « Notre innovation a déclenché une course folle à l'armement. Dans 10 ans, tous nos ennemis potentiels disposeront d'armes équivalentes à la nôtre. Il nous faudra innover de nouveau pour conserver notre supériorité. » Cette clairvoyance préfigurait les développements ultérieurs de l'armement français. L'industrie d'armement française profitait considérablement de cette renommée mondiale du Lebel. Les ventes à l'exportation explosèrent, transformant les manufactures de Châtellerault et de Saint-Étienne en centres industriels de premier plan. La Russie, la Chine, plusieurs pays sud-américains et même certains États africains commandèrent des fusils Lebel par dizaines de milliers. Cette prospérité économique masquait cependant les risques stratégiques de cette diffusion mondiale de la technologie française. Les observateurs militaires français notaient avec inquiétude que leurs anciens avantages tactiques disparaissaient progressivement. Le rapport annuel de l'état-major pour 1912 soulignait « L'universalisation des armes à poudre sans fumée et à longue portée transforme la nature même du combat d'infanterie. Notre supériorité technique historique s'amenuise. Il faut envisager de nouvelles innovations pour conserver notre avantage militaire. » Cette lucidité stratégique était malheureusement insuffisante pour anticiper les besoins de la guerre moderne qui s'annonçait. Le développement par les Japonais du fusil Arisaka Type 38 en 1905 marqua symboliquement la fin de l'hégémonie technique du Lebel. Cette arme japonaise, directement inspirée du fusil français, mais intégrant des améliorations substantielles, surpassait même l'original dans certains domaines. Le mécanisme japonais était plus robuste, la munition plus puissante, la précision équivalente. Pour la première fois depuis 1886, le Lebel français n'était plus l'arme d'infanterie la plus performante du monde. Cette évolution inquiétait profondément l'état-major français, qui comprenait que la supériorité militaire ne se décrète pas définitivement, mais doit être constamment reconquise par l'innovation. Le général Joffre, futur commandant en chef français, observait «
Nos ennemis nous rattrapent techniquement. La prochaine guerre se jouera autant sur l'innovation que sur la stratégie. Il faut préparer dès maintenant les armes de 1920. Cette vision prospective restait malheureusement minoritaire dans une armée française encore éblouie par ses succès passés. L'ironie de l'histoire voulait que cette arme révolutionnaire française, d'abord rejetée par son propre état-major, puis mal exploitée par son armée d'origine, ait finalement trouvé sa pleine expression entre les mains d'utilisateurs étrangers qui en comprenaient mieux le potentiel. Cette leçon d'humilité illustrait les dangers de l'autosatisfaction technique et préparait malheureusement les difficultés futures de l'industrie d'armement française face à la concurrence internationale. La Grande Guerre qui s'annonçait allait révéler brutalement que l'innovation militaire est un processus continu où les vainqueurs d'hier peuvent devenir les vaincus de demain s'ils s'endorment sur leur laurier. Le fusil Lebel, chef-d'œuvre technique de 1886, se trouvait déjà dépassé en 1914 par ses propres émules, illustrant parfaitement l'accélération de l'innovation militaire dans le monde moderne. L'entrée dans la Première Guerre mondiale en août 1914 allait révéler de manière brutale et définitive que le fusil Lebel, malgré sa réputation légendaire et ses succès passés, n'était plus adapté aux réalités du combat moderne industrialisé. Cette guerre révolutionnaire, caractérisée par l'artillerie de masse, les mitrailleuses, les tranchées et les attaques chimiques, rendait obsolète la plupart des concepts tactiques qui avaient fait la gloire du fusil français. Paradoxalement, l'arme qui avait terrorisé les soldats japonais 10 ans plus tôt se révélait inadaptée face aux défis posés par cette nouvelle forme de conflit total. Les premières semaines de combat révélèrent immédiatement les limites du Lebel dans le contexte de la guerre de mouvement, puis de position qui caractérisa le conflit de 1914-1918. La précision exceptionnelle de l'arme, avantage décisif dans les conflits coloniaux ou les guerres limitées d'Extrême-Orient, perdait sa pertinence dans des engagements où des millions d'hommes s'affrontaient sur des fronts de centaines de kilomètres. La guerre industrielle privilégiait la cadence de tir et la robustesse sur la précision individuelle. Le rechargement cartouche par cartouche du Lebel, acceptable dans les conflits traditionnels où l'engagement durait quelques heures, devenait un handicap mortel dans les combats continus qui duraient des semaines. Les soldats français, pris sous le feu des mitrailleuses allemandes, découvraient amèrement que leurs fusils de précision ne pouvaient rivaliser avec la puissance de feu industrielle de l'ennemi. Cette inadaptation technique coûta des milliers de vies françaises dès les premiers mois du conflit. Plus grave encore, l'industrie française d'armement, spécialisée dans la production artisanale de qualité du Lebel, se révélait incapable de suivre le rythme de production industrielle qu'exigeait la guerre totale. Les manufactures de Châtellerault et de Saint-Étienne, conçues pour produire quelques milliers de fusils par mois selon des standards de qualité élevés, ne pouvaient fabriquer les centaines de milliers d'armes mensuelles nécessaires pour compenser les pertes gigantesques du front occidental. Le général Joffre, commandant en chef français, dut rapidement admettre l'évidence: notre magnifique Lebel est une arme de guerre limitée, pas de guerre totale. Il nous faut des armes plus simples, plus robustes, plus rapides à produire en masse. L'excellence technique doit céder devant l'impératif quantitatif. Cette révision déchirante des concepts militaires français marquait la fin d'une époque et l'entrée dans l'ère de l'armement industriel de masse. Ironiquement, ce furent les adversaires du Lebel qui tirèrent les meilleures leçons de son innovation. L'Allemagne, traumatisée par les rapports de ses observateurs sur l'efficacité du fusil français, avait développé dès 1898 le Mauser-Gewehr 98 qui conservait les avantages du Lebel: poudre sans fumée, longue portée, précision, tout en éliminant ses défauts: rechargement par lame chargoire de 5 cartouches, mécanisme plus simple, production industrialisable. Cette arme allemande, fil spirituel du Lebel français, se révéla parfaitement adaptée aux besoins de la guerre moderne. Les soldats français découvraient sur le terrain l'amère réalité de cette inadaptation technique. Le témoignage du capitaine Marcel Thibault, du 15e régiment d'infanterie, illustrait parfaitement cette frustration. Nos Lebel sont magnifiques pour la chasse aux cerfs, mais dérisoires face aux mitrailleuses Bosch. Pendant que nous rechargeons cartouche par cartouche, l'ennemi nous arrose de balles. Notre belle arme de précision devient un jouet face à la guerre industrielle. Cette amertume du terrain révélait l'ampleur du décalage entre innovation technique et réalité opérationnelle. L'état-major français dut se résoudre à une modernisation d'urgence de son armement d'infanterie. Le fusil Lebel fut progressivement complété puis remplacé par des armes plus modernes: mitrailleuses Hotchkiss, fusil mitrailleur Chauchat,
et finalement fusil semi-automatique. Cette mutation révélait que l'innovation militaire ne se mesure pas seulement en termes de performance technique, mais aussi d'adaptation au contexte d'emploi. Cependant, cette déchéance du Lebel ne devait pas faire oublier son rôle historique révolutionnaire. Cette arme avait inauguré l'ère moderne de l'armement d'infanterie, imposé la poudre sans fumée comme standard mondial, et contraint toutes les puissances à repenser leur doctrine militaire. Si elle ne survécut pas à l'évolution des conflits, elle avait néanmoins transformé définitivement l'art de la guerre et marqué une génération de soldats qui en gardèrent un souvenir mélangé de fierté et de frustration. L'enseignement principal de l'épopée du fusil Lebel résidait dans cette leçon stratégique fondamentale. L'innovation technique n'a de valeur que si elle s'accompagne d'une doctrine d'emploi adaptée et d'une capacité de production industrielle suffisante. L'excellence artisanale française, symbolisée par ce chef-d'œuvre de précision qu'était le Lebel, ne pouvait rivaliser avec l'efficacité industrielle allemande adaptée aux besoins de la guerre moderne. Cette révolution des concepts militaires, inaugurée malgré elle par le fusil Lebel, préfigurait les mutations technologiques du XXe siècle où l'innovation permanente et l'adaptation continue deviendraient les clés de la supériorité militaire. L'arme qui avait terrorisé les soldats japonais léguait ainsi à la postérité une leçon d'humilité. En matière militaire comme ailleurs, il ne suffit pas d'innover, il faut savoir évoluer avec son époque pour ne pas être dépassé par ses propres créations. La période de l'entre-deux-guerres, 1918-1939, marqua paradoxalement une renaissance inattendue de la réputation du fusil Lebel, non plus comme arme de guerre moderne, mais comme symbole de résistance et d'innovation française dans un monde en mutation technologique accélérée. Cette résurrection symbolique s'accompagna d'une redécouverte historique de l'importance révolutionnaire de cette arme dans l'évolution de l'art militaire mondial, redécouverte qui influença profondément les développements de l'armement français pour les conflits futurs. Les historiens militaires de l'après-guerre, analysant les causes profondes de l'évolution tactique moderne, reconnurent unanimement le rôle fondateur du fusil Lebel dans la transformation des combats d'infanterie. Le général Ferdinand Foch lui-même, dans ses mémoires publiés en 1922, rendait hommage à cette innovation française. Le fusil Lebel a inauguré l'ère moderne de la guerre d'infanterie. Toutes les armes qui ont suivi, allemandes, britanniques, américaines, ne sont que des variations sur le thème révolutionnaire créé par l'ingénieur français. Notre erreur fut de ne pas comprendre assez tôt les implications de notre propre génie. Cette reconnaissance tardive s'accompagna d'un effort de préservation de la mémoire technique du Lebel. Les manufactures françaises d'armement, conscientes d'avoir créé un chef-d'œuvre historique, organisèrent des expositions détaillant l'innovation révolutionnaire que représentait cette arme en 1886. Ces manifestations révélaient au public français l'ampleur de l'avance technologique qu'avait représenté le fusil national et renforçaient la fierté industrielle française dans une période d'incertitude économique. Parallèlement, l'industrie d'armement française s'efforçait de retrouver l'esprit d'innovation qui avait présidé à la création du Lebel. Les ingénieurs de Châtellerault et de Saint-Étienne, héritiers de la tradition technique de Lebel, travaillaient sur les successeurs de cette arme légendaire, fusils automatiques, mitrailleuses légères, armes anti-chars. Cette continuité technique illustrait la persistance de l'excellence française dans le domaine de l'innovation militaire. Cependant, cette période vit aussi émerger des critiques révisionnistes sur l'exploitation stratégique du Lebel par l'armée française. Des officiers comme le colonel de Gaulle, dans ses écrits théoriques sur la guerre moderne, soulignaient que la France avait gâché son avantage technique par conservatisme tactique. Nous avions l'arme du futur entre nos mains dès 1886, mais nous l'avons utilisée avec les méthodes du passé. Cette leçon doit guider notre préparation des conflits futurs. Cette autocritique constructive inspirait les réflexions sur la modernisation militaire française. L'étude comparée des différentes copies du Lebel développées par les puissances étrangères révélait rétrospectivement la qualité exceptionnelle de l'original français. Le fusil japonais Arisaka, l'allemand Mauser 98, le britannique Lee Enfield. Toutes ces armes empruntaient des éléments techniques au Lebel, tout en l'adaptant à leurs besoins spécifiques. Cette influence diffuse témoignait de la fécondité de l'innovation originale et de sa capacité à inspirer des développements ultérieurs. Les anciens combattants français de 1914-1918, désormais installés dans la vie civile, entretenaient une relation ambivalente avec le fusil Lebel de leur jeunesse.
Beaucoup reconnaissaient ses qualités de précision et de fiabilité, tout en regrettant son inadaptation aux réalités de la guerre de tranchées. Cette nostalgie critique enrichissait le débat public sur l'innovation militaire et l'adaptation des technologies au contexte d'emploi. L'exportation continue de fusils Lebel vers les colonies françaises et les pays alliés maintenait la réputation internationale de cette arme, désormais considérée comme un classique de l'armement d'infanterie. En Indochine, en Afrique, au Moyen-Orient, le Lebel continuait à équiper des unités françaises ou locales, perpétuant sa légende opérationnelle dans des conflits de moindre intensité, où ses qualités originales conservaient toute leur pertinence. Cette persistance opérationnelle du Lebel dans les conflits coloniaux révélait une vérité tactique importante. Les innovations techniques conservent leur valeur dans des contextes appropriés, même quand elles deviennent obsolètes dans d'autres environnements. Cette leçon influençait les réflexions françaises sur l'adaptation de l'armement aux différents types de conflits prévisibles. L'approche de la Seconde Guerre mondiale relança l'intérêt stratégique pour les enseignements du Lebel. Les ingénieurs français chargés de concevoir les armes du futur conflit étudiaient attentivement l'histoire de cette innovation révolutionnaire pour en tirer des leçons applicables aux défis contemporains. Cette démarche historique nourrissait une approche plus systématique de l'innovation militaire française. Cependant, cette redécouverte du Lebel révélait aussi les faiblesses persistantes de l'industrie française d'armement. 30 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, la France n'avait pas encore résolu la contradiction entre excellence technique artisanale et production industrielle de masse. Cette permanence des défauts structurels français préparait malheureusement les difficultés de l'armement français face aux défis de la Seconde Guerre mondiale. L'héritage du fusil Lebel à la veille de 1939 était donc double. D'un côté, la fierté légitime d'une innovation révolutionnaire qui avait transformé l'art militaire mondial. De l'autre, la leçon amère d'une supériorité technique gâchée par l'inadaptation doctrinale et industrielle. Cette ambivalence illustrait parfaitement les défis permanents de l'innovation militaire française et préparait les réflexions stratégiques de l'après-1945. La Seconde Guerre mondiale 1939-1945 marqua symboliquement la fin de l'époque du fusil Lebel tout en révélant l'héritage durable de ces innovations dans l'armement moderne. Cette guerre totale, caractérisée par l'aviation, les blindés, l'artillerie massive et les armes automatiques, reléguait définitivement les fusils de précision individuelle au second plan tactique. Cependant, l'esprit d'innovation qui avait présidé à la création du Lebel continuait d'animer l'industrie française d'armement et inspirait les développements technologiques qui allaient caractériser l'armement de la seconde moitié du XXe siècle. Les derniers fusils Lebel en service actif équipaient encore certaines unités coloniales françaises et des formations de second échelon au début du conflit. Ces armes, vieilles de plus de 50 ans, témoignaient de la robustesse exceptionnelle de leur conception originale, tout en illustrant cruellement le retard d'équipement de certains secteurs de l'armée française. Cette persistance opérationnelle d'une technologie dépassée révélait les inégalités d'équipement qui caractérisaient l'armée française de 1940. Paradoxalement, ce furent les mouvements de résistance européens qui donnèrent une dernière gloire militaire au fusil Lebel. Ces armes, récupérées dans les dépôts abandonnés ou détournées des collections privées, équipèrent de nombreux groupes de maquisards français qui appréciaient leur précision pour les actions de harcèlement et leur simplicité d'entretien dans des conditions précaires. Cette utilisation clandestine renouait avec les qualités originales du Lebel. Précision, discrétion, efficacité individuelle. Le témoignage du colonel Henri Roman-Petit, chef du maquis de l'Aisne, illustrait parfaitement cette renaissance résistante du Lebel. Nos vieux fusils français valaient tous les Schmeisser allemands pour nos embuscades. Un bon tireur avec un Lebel pouvait neutraliser une patrouille ennemie à 400 mètres sans se faire repérer. Cette arme retrouvait sa vocation originale, transformer chaque combattant français en tireur d'élite invisible. Cette redécouverte tactique révélait la pérennité des concepts révolutionnaires de 1886. L'industrie française d'armement, malgré les désastres de 1940 et l'occupation allemande, perpétuait clandestinement la tradition d'innovation inaugurée par le fusil Lebel. Les ingénieurs de Saint-Étienne et de Châtellerault, travaillant dans la clandestinité pour les Alliés ou préparant secrètement l'armement de la Libération, s'inspiraient inconsciemment de l'esprit créateur de leurs prédécesseurs. Cette continuité technique illustrait la persistance du génie français dans l'innovation militaire. La libération de la France en 1944-1945
permit une évaluation objective de l'héritage du Lebel dans l'armement moderne. Les experts alliés, étudiant l'évolution de l'armement français depuis 1886, reconnaissaient unanimement le rôle fondateur de cette innovation dans le développement des armes automatiques contemporaines. Chaque fusil d'assaut moderne, de l'AK-47 soviétique au M16 américain, intégrait des principes techniques initiés par le fusil français. Cette reconnaissance internationale renforçait la détermination française de retrouver son rang dans l'innovation militaire d'après-guerre. Le général de Gaulle lui-même, dans ses directives sur la reconstruction de l'industrie d'armement française, évoquait explicitement l'exemple du Lebel. La France a donné au monde moderne son premier fusil révolutionnaire. Elle doit retrouver sa capacité d'innovation pour équiper les armées du futur. Cette ambition gaullienne s'inspirait directement de la tradition inaugurée par l'ingénieur de Châtellerault. L'analyse technique comparative menée par les services américains en 1945 révélait rétrospectivement la qualité exceptionnelle de l'innovation française de 1886. Le rapport du colonel Thomson soulignait « Le fusil Lebel reste 60 ans après sa conception, un modèle d'équilibre technique entre performance balistique, simplicité mécanique et facilité de production. Ces principes de base inspirent encore nos développements contemporains. » Cette évaluation objective consacrait définitivement l'excellence de l'innovation originale. Cependant, cette reconnaissance tardive s'accompagnait d'une réflexion critique sur les erreurs stratégiques françaises dans l'exploitation de cette innovation. Les historiens militaires de l'après-guerre soulignaient que la France avait répété avec d'autres armes les mêmes erreurs commises avec le Lebel. Excellence technique, gâchée par inadaptation doctrinale et insuffisance industrielle. Cette autocritique nourrissait les réflexions sur la modernisation militaire française. La guerre froide naissante relançait l'intérêt pour les leçons du fusil Lebel dans un contexte géostratégique nouveau. Les ingénieurs français chargés de développer l'armement atomique français étudiaient l'histoire de cette innovation révolutionnaire pour comprendre les mécanismes de l'avance technologique et de son exploitation stratégique. Cette démarche historique enrichissait l'approche française de l'innovation militaire contemporaine. L'héritage du fusil Lebel dans l'armement moderne dépassait largement ses caractéristiques techniques pour englober une méthode d'innovation basée sur l'audace créatrice, la rigueur technique et l'ambition de supériorité qualitative. Cette philosophie de l'innovation militaire, inaugurée dans les ateliers de Châtellerault en 1886, continuait d'inspirer l'industrie française d'armement et constituait l'un des fondements de l'excellence technique française dans les domaines de pointe. Ainsi se refermait l'épopée militaire directe du fusil Lebel, arme révolutionnaire qui avait terrorisé les soldats japonais, inspiré tous les armements modernes et légué à la France une tradition d'innovation technique qui transcendait largement son époque d'origine. Cette histoire illustrait parfaitement comment une innovation authentique peut transformer définitivement son domaine d'application et marquer durablement l'évolution technologique mondiale. L'étude rétrospective de l'impact du fusil Lebel sur l'évolution de l'art militaire mondial révèle une influence qui dépasse largement son époque d'utilisation directe pour s'inscrire dans la transformation permanente des technologies de défense. Cette arme révolutionnaire, conçue dans les ateliers français de 1886, avait initié une révolution conceptuelle dont les répercussions se manifestent encore dans l'armement contemporain, prouvant que certaines innovations marquent définitivement l'évolution technologique de l'humanité au-delà de leur contexte historique immédiat. L'analyse des principes techniques du Lebel par les ingénieurs contemporains révèle une modernité stupéfiante qui explique sa capacité d'inspiration persistante. La combinaison révolutionnaire poudre, sans fumée, canon rayé, mécanisme de précision établissait les fondements conceptuels de tous les armements d'infanterie ultérieurs. Chaque fusil d'assaut moderne, de l'AK-47 au FAMAS français, intègre des principes balistiques et mécaniques directement hérités des innovations de Lebel, démontrant la pérennité de cette révolution technique initiée à Châtellerault. Cette filiation technique s'accompagnait d'une révolution doctrinale dont les implications stratégiques se prolongent jusqu'à nos jours. Le Lebel avait imposé le concept de tireur d'élite individuel face aux tactiques de masse héritées des guerres napoléoniennes. Cette individualisation du combat d'infanterie préfigurait les doctrines contemporaines d'engagement, où la précision technologique remplace progressivement la puissance brute, évolution que l'on retrouve dans l'armement de précision moderne et les systèmes d'armes intelligents. L'impact psychologique du fusil Lebel sur ses adversaires japonais avait également inauguré l'ère de la guerre des nerfs technologique,
où la supériorité d'armement vise autant à démoraliser l'ennemi qu'à le neutraliser physiquement. Cette dimension psychologique de l'innovation militaire, magistralement illustrée par la terreur qu'inspirait le Lebel aux soldats nippons, se retrouve aujourd'hui dans les stratégies de dissuasion nucléaire et les systèmes d'armes de haute technologie qui impressionnent autant qu'ils détruisent. La course à l'armement déclenchée par l'apparition du Lebel préfigurait également les dynamiques contemporaines d'innovation militaire accélérée. Chaque puissance mondiale, traumatisée par la supériorité française, avait lancé des programmes d'urgence pour égaler puis dépasser les performances du fusil révolutionnaire. Cette compétition technologique permanente, inaugurée par l'innovation de 1886, caractérise encore aujourd'hui les relations entre puissances militaires dans tous les domaines de l'armement avancé. L'industrialisation de la production d'armement, rendue nécessaire par le succès du Lebel, avait transformé les structures économiques militaires mondiales. La nécessité de produire des armes sophistiquées en grande série obligea toutes les puissances à développer des complexes militaro-industriels permanents. Cette mutation, initiée par les besoins de fabrication du Lebel et de ses copies, établit les fondements de l'industrie de défense moderne où innovation technique et production de masse s'articulent constamment. L'influence du fusil Lebel dépassa même le domaine militaire pour s'étendre aux technologies civiles. Les innovations chimiques nécessaires à la fabrication de la poudre sans fumée stimulèrent le développement de l'industrie chimique française et mondiale. Les techniques de métallurgie de précision développées pour le mécanisme Lebel trouvèrent des applications dans l'automobile naissante, l'aviation et l'industrie de précision. Cette fertilisation croisée entre innovation militaire et progrès civil illustrait déjà les synergies technologiques contemporaines. L'analyse géostratégique révèle que le fusil Lebel avait également modifié les équilibres de puissance régionaux, particulièrement en Extrême-Orient, où son efficacité contre les armées japonaises avait retardé l'expansion militaire nippone et modifié les rapports de force dans cette région cruciale. Cette influence géopolitique d'une innovation d'armement préfigurait le rôle que jouent aujourd'hui les technologies militaires avancées dans la hiérarchisation des puissances mondiales. L'héritage pédagogique du Lebel dans les écoles militaires mondiales reste considérable. Cette arme est encore étudiée aujourd'hui comme cas d'école d'innovation révolutionnaire, illustrant parfaitement comment une rupture technologique peut transformer instantanément l'équilibre militaire mondial. Les leçons tirées de son développement, de sa diffusion et de son exploitation nourrissent encore les réflexions contemporaines sur l'innovation dans les industries de défense. Enfin, l'exemple du fusil Lebel continue d'inspirer les ingénieurs français contemporains qui voient dans cette réussite historique la preuve de la capacité française d'innovation révolutionnaire. De l'avion Rafale au système d'armes Félin, l'industrie française de défense revendique explicitement l'héritage de cette tradition d'excellence technique inaugurée par l'équipe de Châtellerault en 1886, perpétuant ainsi l'esprit créateur qui avait donné naissance à l'arme qui terrorisait les soldats japonais. Cette persistance de l'influence du Lebel démontre qu'une véritable innovation révolutionnaire transcende son époque pour devenir un élément permanent de l'évolution technologique humaine, transformant non seulement les techniques, mais aussi les mentalités et les structures qui les entourent. L'épilogue de l'histoire du fusil Lebel nous enseigne des leçons fondamentales sur la nature de l'innovation révolutionnaire et ses implications à long terme pour les sociétés qui la produisent. Cette arme extraordinaire, née du génie français et devenue la terreur des soldats japonais, illustre parfaitement comment une innovation authentique peut transformer son époque tout en léguant un héritage durable aux générations suivantes. Son parcours exceptionnel, de l'atelier de Châtellerault au champ de bataille d'Extrême-Orient, révèle les mécanismes complexes par lesquels l'innovation technique façonne l'histoire humaine et influence les destins nationaux. La première leçon de cette épopée concerne la résistance institutionnelle à l'innovation révolutionnaire. Le rejet initial du Lebel par l'establishment militaire français illustre un phénomène universel. Les institutions établies résistent naturellement aux changements qui remettent en question leurs certitudes et leurs habitudes. Cette résistance, apparemment irrationnelle face à l'évidence technique, révèle en réalité la difficulté psychologique d'accepter que les méthodes éprouvées puissent devenir instantanément obsolètes. Cette leçon reste particulièrement pertinente dans notre époque de mutation technologique accélérée. La seconde enseignement porte sur l'importance de l'exploitation stratégique de l'innovation. Le fusil Lebel démontre qu'inventer ne suffit pas,
Il faut aussi savoir utiliser efficacement ces innovations. La France, créatrice de cette arme révolutionnaire, ne sut jamais pleinement exploiter son avantage technique, tandis que ses adversaires en comprirent immédiatement les implications et développèrent des contre-stratégies efficaces. Cette asymétrie entre innovation et exploitation révèle l'importance cruciale de l'intelligence stratégique dans la valorisation des avancées techniques. L'histoire du Lebel révèle également la dynamique de diffusion technologique qui caractérise notre monde interconnecté. Une innovation majeure ne reste jamais longtemps l'apanage de ses créateurs. Elle se diffuse, se copie, s'améliore et finit par bénéficier à tous ses utilisateurs potentiels. Cette démocratisation technologique, illustrée par la prolifération mondiale des copies du Lebel, souligne l'importance de l'innovation continue pour maintenir un avantage compétitif durable. La terreur qu'inspirait le Lebel aux soldats japonais illustre également l'impact psychologique de la supériorité technologique. Au-delà de ses performances balistiques, cette arme avait créé un effet de sidération qui paralysait ses adversaires et amplifiait son efficacité réelle. Cette dimension psychologique de l'innovation reste cruciale dans tous les domaines contemporains, où la perception de la supériorité technique peut être aussi importante que cette supériorité elle-même. L'évolution industrielle déclenchée par le besoin de produire le Lebel en masse préfigure les transformations contemporaines des économies de défense. Cette arme révéla l'importance stratégique de la capacité de production industrielle, leçon qui s'impose aujourd'hui à tous les secteurs technologiques avancés. L'excellence artisanale ne suffit plus dans un monde qui exige production de masse, fiabilité absolue et coûts maîtrisés. L'héritage scientifique du Lebel dépasse largement son domaine d'origine pour enrichir l'ensemble des technologies de précision. Les innovations chimiques, métallurgiques et mécaniques développées pour cette arme ont fertilisé de nombreux autres secteurs, illustrant comment l'innovation militaire peut stimuler le progrès technologique général. Cette synergie reste particulièrement visible aujourd'hui dans les secteurs de pointe, où recherche militaire et applications civiles s'enrichissent mutuellement. La persistance de l'influence du Lebel dans l'armement contemporain témoigne de la pérennité des vraies révolutions techniques. 140 ans après sa conception, ces principes fondamentaux continuent d'inspirer les ingénieurs modernes, prouvant qu'une innovation authentique transcende son époque pour devenir un élément permanent de l'évolution technologique. Cette permanence distingue les véritables ruptures des simples améliorations incrémentales. L'impact géopolitique du fusil Lebel révèle comment l'innovation militaire peut modifier les équilibres de puissance régionaux et mondiaux. Cette arme française avait temporairement rééquilibré les rapports de force en Extrême-Orient, retardé l'expansion japonaise et influencé l'évolution des conflits régionaux. Cette capacité de l'innovation technique à transformer la géopolitique reste particulièrement évidente dans notre époque marquée par la course aux technologies stratégiques. Enfin, l'exemple du Lebel enseigne que l'innovation révolutionnaire ne se décrète pas mais naît de la rencontre entre génie individuel, contexte favorable et vision stratégique. Le colonel Lebel avait bénéficié de la convergence exceptionnelle entre l'invention de la poudre sans fumée, les besoins de modernisation de l'armée française et sa propre expertise technique. Cette alchimie complexe explique la rareté des innovations véritablement révolutionnaires et l'importance de cultiver les conditions de leur émergence. L'épopée du fusil qui terrorisait les soldats japonais se conclut ainsi sur une leçon d'humilité et d'espoir. L'innovation authentique peut surgir de n'importe où, transformer radicalement son époque et léguer aux générations futures des outils pour construire un monde meilleur. Cette arme rejetée, devenue légende, prouve que l'excellence française peut encore inspirer les innovations de demain, pourvu que nous sachions allier audace créatrice et intelligence stratégique, comme l'avaient fait ses créateurs dans les ateliers de Châtellerault.